Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de toute l'actualité sportive. PO Deschênes, Saint-Simon, vous savez on est qui. On va commencer cette semaine, on a plusieurs gros sujets, notamment du côté du football, parce que c'était le début des éliminatoires. Puis tranquillement, ça commence. Tranquillement, il y a des nouveaux sports qui reviennent, des nouveaux sports en tout cas. Il y a la F1 tranquillement, ça recommence déjà. Sinon, le cyclisme, la saison commence très très bientôt aussi. Sinon, le hockey, la saison continue. Les Jeux olympiques qui s'en viennent de plus en plus rapidement. Ça continue toujours également au niveau du basketball, pardon. Le baseball, qui tranquillement, pas vite, va pointer le bout de son nez. Le soccer, le PCCF Montréal, ça vaut pas la peine d'en parler. Mais on va commencer avec la NFL. Alors, c'était le début des éliminatoires avec le week-end wildcard. Alors, on rappelle les matchs. Les Panthers affrontaient les Rams, les Bears affrontaient les Packers, les Jaguars affrontaient les Bills, les Eagles affrontaient les 49ers, les Patriots affrontaient les Chargers, et les Steelers affrontaient les Texans, les Broncos et les Seahawks. Eux avaient un bye pour la première semaine des séries. Alors, la semaine a commencé samedi avec un match entre les Rams et les Panthers, que sur le papier, les Rams étaient plus forts à voir leur saison régulière qu'est-ce qu'ils ont eu, puis les Panthers qui étaient en dessous de 500. Mais pourtant, le match a été quand même assez serré. Mais les Rams l'ont quand même emporté 34-31. Donc c'était quand même assez Ça a serré. vraiment été un Théo, bon t'as-tu match. regardé le match? Pour vrai, Mais ouais. c'était un bon match, ouais. C'était Ok, vraiment très c'est bon. bon. Bryce Young était quand même vraiment fort. Il m'a surpris. Puis ça a pris un toucher vers la fin du match pour que les Rams l'emportent. Parce qu'il restait comme moins de 2 minutes. Puis les Panthers menaient 31-27. Donc très bon match. Les Panthers ont été meilleurs que ce qu'on pensait. Mais les Rams ont remporté un match qu'ils devaient remporter. Également, samedi, le deuxième match était Bears-Packers. Les Packers qui étaient partis pour la gloire. On sait, après trois quarts, ils menaient comme un... je pense après la demi, ils menaient 21-3, quelque chose comme ça. Puis après trois quarts, ils devaient mener genre 21-6 ou 21-9 dans ces coins-là. Et bien, comme plusieurs fois cette saison, les Bears qui se sont réveillés dans le quatrième quart et qui ont poussé une autre remontée. Et finalement, les hommes de Caleb Williams qui l'ont emporté 31-27. Les Packers qui ont été éliminés à nouveau au premier tour. Une grosse victoire pour les Bears là-dessus. Mais ça, c'est un des matchs qu'on se disait que ça peut vraiment aller d'un bord puis de l'autre. Puis là, encore là, les Bears ont démontré qu'ils étaient les plus forts mentalement par rapport aux Packers. On a fait des erreurs du côté de Green Bay aussi. La défensive n'a pas été au rendez-vous. Puis les Bears ont vraiment été clutch, on va se le dire bien franchement. Donc les Bears qui passent au prochain tour, une belle Puis victoire. comme Oui. tu l'as dit, c'était vraiment la défensive des Packers qui n'a pas tenu parce que on peut rien dire à Jordan Love qui a fait Ouais. 323 verges par la passe puis 4 passes de toucher. Normalement, quand tu fais ça, tu devrais être good pour remporter le match. Sinon, dimanche, on a eu Bills-Jaguars. Ça aussi, c'est un match qui aurait pu virer d'un bord puis de l'autre. Tellement les Bills que c'est l'équipe qui est supposée à chaque année se rendre au Super Bowl. Les Jaguars qui ont connu une excellente fin de saison. C'était un match encore là très très serré, mais Buffalo qui va rester en vie, qui va l'emporter 27-24. Donc un autre match très très serré. Théo, je ne sais pas si tu as regardé le match. Moi, j'avoue, j'étais pas là. Mais Oui, j'ai en regardé tant que tel, une bonne partie, puis Josh Allen a vraiment été le X-Factor qu'on pensait qu'elle allait être. Vraiment été ouais. très très bon. Il a vraiment fait la différence. Si je vous dis, c'est ça, 273 verges, un touché par la passe, deux touchés par la course. Vraiment été très très bon. Trevor Lawrence n'a pas été affreux non plus, mais il y a eu deux interceptions qui ont fait mal. Et Ouais. Jacksonville l'a perdu, mais ça a été vraiment un match corsé. Donc les Jacks étaient vraiment une vraie équipe. Là. C'était pas une fraude, comme on peut dire. Là. Puis ça, c'est vraiment très positif pour les prochaines saisons pour les Jaguars, là, qui ont vraiment eu une bonne saison. Donc, s'il n'y a pas trop de blessures, ça peut très très bien aller dans les prochaines Puis ils années. sont quand même Pour... assez jeunes encore. Là. Ouais, c'est là. Trevor Lawrence, je pense, il a été repêché, c'est quoi, en 2021, dans ce Ouais, point-là, puis même un en peu plus, après. ils ont Travis Puis Hunter pas... qui ont repêché dans le top l'année passée, puis encore une bonne équipe. L'année prochaine va être une bonne saison pour eux s'ils peuvent ben, construire. ils ont le meilleur botteur de la ligue, si on veut se le Aussi. dire. Cam Little, c'est pas proche. Sinon, avec le match entre les 49ers et les Eagles, on est assuré cette année d'avoir un nouveau champion du Super Bowl parce que les Eagles ont perdu 23-19. Donc, c'était encore là un match qui a été très, très serré. Les 49ers qui l'ont emporté, qui vont continuer leur parcours toutefois, ça s'est fait au départ de la blessure de George Kittle. Donc, une blessure qui va faire mal, surtout s'il rate le reste des éliminatoires. Mais quand même, les 49ers ont gagné ce match, un match quand même assez défensif, pas très offensif. Mais Brock Purdy a une bonne performance en tant que tel. Puis les 49ers sont quand même capables de se débrouiller sans, en tout cas, sans On, plusieurs on a pièces pu vo- marquantes pour l'attaque. on a pu voir dans le match Juan Jennings qui a lancé une passe de comme je pense que c'était presque 40 verges à Christian McCaffrey, c'était un jeu truqué. Mm. Puis si vous le saviez pas, il y a quelques années, avant son année de repêchage, il avait été classé comme corps arrière.
Puis cette année-là, il était devant des gars comme Lamar Jackson, Joe Burrow, puis des joueurs comme ça. Mais après, là, il a changé à receveur, puis les autres se sont développés comme corps arrière. Mais ça, c'est une arme qu'on peut toujours avoir dans une équipe. Et Jalen Hurts, ça n'a pas été facile, mais en même temps, AJ Brown, comment dire, qui a Ouais. échappé des ballons qui étaient directement dans ses mains. Il chiale toute la saison, même sur un live sur Twitch, il chiale qu'il ne reçoit pas le ballon, puis quand c'est le moment important, il reçoit le ballon, puis il s'échappe. Tu parais mal dans ce temps-là, puis il y a plusieurs personnes que je connais qui sont des fans des Eagles qui veulent qu'il s'en aille, ils veulent que AJ Brown, ça décalisse, comme on peut dire. Et ils disent que c'est un problème. Puis sinon, il y a leur coordonnateur à l'attaque qui a été congédié. Puis là, Ouais, Kevin Patullo. ça fait 5 différents en 5 ans qui s'en vont, donc un autre qui s'en va. Lui, l'année passée, c'est pas parce qu'il était mauvais, c'est parce qu'il était head coach à un autre endroit. Mais Jalen Hurts, en 5 ans, il y a eu 5 différents, puis là, il va en avoir un autre. Ouais. Ouais, c'est rough. Il faut avoir un petit peu de stabilité de ce côté-là. Mais au moins, les fans des Eagles ont pu se débarrasser de Kevin Patullo. Et ça, c'est une bonne nouvelle selon eux. Sinon, les Patriots qui affronteraient les Chargers, ça, c'est un match qu'on disait, peu importe le carrière qui va gagner ce match-là, ça va être une preuve qu'il va avoir battu des bonnes équipes, qui est capable de battre des bonnes équipes aussi. Parce que c'est surtout une critique qu'on faisait du côté des Patriots. Puis c'est un match qui a été serré. Quand même un bon moment. Ça, c'est vraiment un des matchs que j'ai plus regardé avec lui, Texans Steelers. Toutefois, à partir d'un moment, Justin Herbert ne peut pas faire de miracle. Sa ligne à l'offensive est absolument Affreux. inexistante. Moi, c'est même pas le mot. Ouais. C'est même pas le mot comment il était pas là. Il s'est fait sac 6 fois. Il J'en pouvait pourrais, je rien pense que c'est faire. 6 Là. fois. Il pouvait rien faire. Puis les Patriots n'ont vraiment pas eu besoin de faire tant de points que ça. Mais au moment que ça comptait, Drake May, passe clutch, touché. C'était le seul du match d'ailleurs. Puis les Patriots qui l'emportent 16-3. Donc pas une grosse performance des Patriots là-dessus au niveau à l'offensive. Mais par contre, c'est un match serré. On l'a gagné. Les Chargers, on peut pas dire que c'était tant une mauvaise équipe sur le papier. Parce que la défensive a quand même bien joué aussi de ce côté-là. Mais c'est vraiment la ligne offensive qui a été affreuse pour les Chargers. Puis Justin Herbert qui est encore fragile d'une main, là, ça n'a pas été un gros match pour les Chargers qui ont une élimination rapide, tout comme dans la saison dernière, je pense que c'était rendu un petit peu plus loin, mais pareil, ça n'a pas été un gros parcours. Puis sinon, lundi, Texans Steelers. Ça, c'était le match vraiment le moins serré de toute la fin de semaine en tant que tel du premier tour des séries. Ça a quand même commencé serré. C'était 7-6 après la demi pour Houston. Puis les Steelers, les Texans, ils ont par 3 fois causé des revirements, que c'était soit des interceptions, une échappée de ballon. Mané, il y a eu le jeu de la patate chaude, de la patate chaude, comme dirait Vercheval à la RDS, que j'ai quand même trouvé très drôle comme expression, mais effectivement, c'était ça. Ouais, la défense Puis, des Texans était vraiment très forte. non, C'est eux qui ont remporté le match. Puis Aaron Rodgers, ça n'a pas été son meilleur match. Puis c'est peut-être son dernier match en carrière. ouais. Il y a de fortes chances. Puis encore une fois, les Steelers qui sont 9-8 ou 10-7, qui se rendent en série, se font éliminer au premier tour. Et là, Mike Tomlin a décidé de se retirer depuis être coach Ouais. de leur équipe. J'ai entendu des rumeurs qu'il serait peut-être analyste à la télé. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va faire, mais il y a sûrement plusieurs équipes qui voudraient être intéressées à aller le chercher. C'est quand même, on peut dire ce qu'on veut. Il a été positif pendant 20 ans Ouais. avec une équipe que des fois on pensait qu'elle allait être dans les bas fonds. Donc c'est pas de sa faute non plus qu'il n'y ait pas eu les meilleurs éléments sur le terrain. Donc c'est pas un peu de sa faute, mais en même temps, s'il y avait une mauvaise équipe qui aurait fini top 3, il y aurait eu des joueurs qui auraient pu build, mais à cause qu'il faisait toujours plus que qu'est-ce que son équipe était capable, il n'y avait jamais de bons choix. Donc il restait dans ce no man's land comme on peut appeler. Là. Donc les Texans qui l'ont remporté 30-6. Puis j'ai vu des gens qui ont dit John Harbaugh et Mike Tomlin peuvent faire le truc le plus drôle du monde. On sait que John Harbaugh, ça faisait genre 15 ans qu'il était avec Baltimore. Tomlin, 20 ans avec Pittsburgh. Ils font juste échanger d'équipe, ils sont dans la même division. C'est quand même assez drôle. Puis ça fait que dans la AFC Nord, 3 des 4 coachs ont quitté leur équipe. John Harbaugh, Mike Tomlin et Kevin Stefanski du côté de Cleveland. Donc il y a juste lui des Bengals qui est encore là. Beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus. Mais en tout cas. Mais il y a le bénéfice du doute que Joe Burrow était blessé. Ouais. Mais s'il y a encore une mauvaise saison, je pense pas qu'il va rester l'année prochaine si c'est encore difficile. Là. Donc, c'était tout pour les matchs du premier tour. On passe maintenant aux séries de division qui vont commencer samedi. 2 matchs samedi, 2 matchs dimanche. Donc, ça va commencer samedi avec un match Broncos-Bills. Donc, premier match des Broncos qui ont profité d'une semaine de repos la semaine dernière avec leur bye. Donc, les Bills, on dit cette année, ça doit être l'année des Bills. Il n'y a pas les Chiefs, il n'y a pas les Bengals, il n'y a pas les Ravens. Mais ils ne se facilitent pas la tâche non plus avec leur parcours parce qu'ils ont affronté les Jaguars qui ont été une excellente équipe cette année. Puis là, d'affronter les Broncos qui, oui,
sont, selon moi, sur le borderline du fraud alert. Des fois que leurs victoires ont été frauduleuses, mais ça reste qu'ils ont fini 14-3 aussi. Là. C'est vraiment pas une mauvaise équipe sur papier tant que ça. La défensive des Broncos a fait très bien le boulot. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas si Bo Nix il va jouer comme Patrick Mahomes ou il va jouer comme Geno Smith. C'est comme ça le problème un peu avec Bo Nix, mais ça va être un très très bon match. On va commencer à 16h30 samedi. Sinon, samedi à 20h, il va y avoir Seahawks 49ers. Donc, Seahawks ont eu leur bye dans la première semaine dans la NFC. Ils vont affronter les 49ers. Justement, rapidement, si on fait. Est-ce que tu veux que je passe en revue tous les matchs qui vont avoir lieu, puis après on fait nos prédictions au fur et à mesure? On peut faire ça. Ok, c'est bon. Sinon, dimanche à 15h, il va y avoir Patriots-Texans. Donc, un autre gros défi pour les Patriots avec Drake May de Mike Vrabel aussi. On sait la défense des Chargers qui a bien fait, on marqué seulement 16 points. La défense des Texans est très bonne sur le papier. Toutefois, si on commence à faire des erreurs comme on a fait comme contre les Steelers, je pense que là, les Patriots vont pouvoir en profiter. Les Patriots, c'est pas les Steelers. Je pense qu'ils ont une attaque un petit peu plus régulière, on va se le dire. Et en tout cas. Et Drake May est un petit peu plus mobile qu'Aaron Rodgers, donc des fois, s'il a besoin de faire des jeux, il peut être là. Puis sinon, on va avoir Bears-Rams à 18h30 dimanche aussi, donc un gros match également. C'est quand même des très bonnes équipes. Donc rapidement, si on passe sur nos prédictions, Broncos-Bills. Moi, j'y vais avec les Bills. Ouais. Honnêtement, on a vu les Bills qui ont quand même été capables de faire beaucoup de points quand même relativement contre une bonne équipe défensive. Les Jaguars ont quand même sont pas mauvais défensivement. Donc, la défense des Broncos me fait pas tant peur pour les Bills. Et en même temps, l'attaque des Broncos, comment dire que je suis vraiment pas fan. Puis quand tu joues contre un Josh Allen, faut quand même que tu fasses des points parce qu'il peut te faire des touchés à lui tout seul. Donc je pense que les Bills vont l'emporter quand même aisément. Là. C'est ce que je pense aussi. À moins que vraiment que les justement Broncos à Bonix décident de jouer comme Patrick Mahomes, là, mais sinon, s'il fait une game bien moyenne, il joue comme Geno Smith. Là. Ça va être off. Sinon, on a Seahawks 49ers. Ça, c'est un match qui peut être très serré, mais là, avec la perte de George Kittle, à Manny, il va y avoir trop de blessures pour les 49ers. Je peux pas croire qu'ils vont continuer à avancer jusqu'au Super Bowl avec juste Christian McCaffrey et Brock Purdy, même si c'est le meilleur joueur, Christian McCaffrey, tant qu'ils l'ont, ça va bien. Mais les Seahawks ont tellement une bonne saison avec Sam Darnold, Jackson Smith et Jigba, puis la défensive aussi qui est pas dégueu. Donc, ça, je pense que c'est un match qui peut être serré, mais moi, je vais y aller avec les Seahawks. Moi, je vois ces deux équipes-là, je serais pas surpris que les deux. Genre, n'importe lequel des deux pourrait remporter le Super Bowl. Genre, ces deux équipes que je trouve qui jouent vraiment très bien. Vraiment, les deux. Puis les deux ont des très bons entraîneurs, surtout les 49ers. Mais je pense que les Seahawks, comme tu l'as dit, la défense qui est vraiment très bonne. Smith et Chigba qui est vraiment très très bon. Donc, je pense que les Seahawks vont avoir le edge un peu plus. Mais je serais vraiment pas surpris que les 49ers remportent. Et selon moi, l'équipe qui remporte ce match-là va s'en aller jusqu'en finale. Mais vraiment, c'est un match qui va être hyper intéressant à regarder. Ça pourrait aller des deux côtés, mais moi aussi, je vais y aller avec les Seahawks. Sinon, donc, pour ce qui est pour le match Patriots-Texans, moi, personnellement, si les Texans, leur défensive, jouent comme ils ont joué contre les Steelers, je pense que les Patriots vont avoir ça là. Ben, moi, je pense que les Texans vont l'emporter. Je trouve que la défense joue vraiment très bien. On a vu en fin de match contre les Steelers comment ils ont performé, ils ont créé des turnovers du côté de Aaron Rodgers. Je pense que la défense peut y aller. Puis, honnêtement, l'attaque des Pats m'a pas vraiment impressionné dans le match juste avant. Donc, je pense que les Texans peuvent causer une surprise et peut-être se rendre très loin. Ouais, moi, je vois les Texans, mais en même temps, je voyais pas les Pats faire les séries, je voyais les Pats perdre contre les Chargers, puis là je les mets encore perdants. Donc peut-être qu'ils vont encore me prouver que j'ai tort, mais les Texans c'est une équipe que je vois qui peut faire des dégâts. Là. Je serais même pas surpris qu'ils surprennent tout le monde puis qu'ils se rendent au Super Bowl, même qu'ils les remportent. C'est une équipe sneaky que je trouve qui joue vraiment bien, puis en plus, comme on l'a dit, ils sont sur une vraiment bonne séquence. Là. C'est bon. Ben écoute, on va avoir une prédiction au moins différente là-dessus. Puis finalement pour Bears-Rams, moi, je sais pas. Ça peut vraiment aller d'un bord puis de l'autre aussi. Les Bears, à un moment donné, il faut pas que tu prennes trop de retard sur le quatrième quart, mais si tu es quand même capable de gagner après. Moi, je vais y aller avec les Bears. Là-dessus, j'aimerais qu'ils passent les Rams bof. En plus, il va faire... Là, c'est vraiment un argument de schnout, là, faut le dire bien franchement, mais la match va être à Chicago. Chicago, au mois de janvier, va faire un petit peu plus froid qu'à LA. Ben, tu dis que c'est un argument de chute, mais pas tant que ça, parce que c'est vrai que les Bears sont plus habitués à jouer à Chicago dans des températures comme ça. LA joue plus
à LA, ils viennent de là. Donc, c'est quand même vrai, faut prendre ça en compte. T'as pas tort, mais pour vrai, les Bears, moi, ils me surprennent depuis le début de l'année. Caleb Ouais. Williams, il a montré pourquoi il avait été repêché aussi haut. Mais justement, comme tu as dit, souvent, ils commencent tard leur match, puis ils font des gros comebacks. Ils ont fait ça souvent cette année. Puis je pense que contre une équipe comme les Rams, qui ont plus d'expérience, un Matthew Stafford, un Puka Nacua, je pense que ça va être trop dur de remonter s'ils font ça. Je pourrais être surpris par les Bears, puis vraiment, c'est une équipe qui est vraiment le fun à voir, mais je pense que les Rams vont juste être trop C'est forts. vrai que les Rams, Le c'est bon. duo, le duo Puka Nacua, Stafford, je pense qu'ils vont le remporter, là. C'est bon. Bon, on a au moins deux divisions, non, deux sur quatre de différents. J'espère qu'il va pas falloir à chaque fois dire au moins un truc de différent, parce qu'après, si au Super Bowl, on se ramasse, je sais pas moi, avec un Seahawks Texans, comme ça, comme genre une équipe qui serait techniquement sur le papier bien plus évidente à battre, là, puis il y en a un qui serait obligé de prendre notre équipe. Non, On fera pile ou face, au pire. On fera pile ou face. Mais donc, vraiment très très hâte de voir ces matchs-là. Ça va être incroyable. Comme toute la saison de la NFL en tant que telle, puis les séries. Donc, vraiment très très hâte. Maintenant, si on passe au niveau du hockey, la semaine dernière, on avait parlé de plusieurs alignements qui avaient été divulgués pour les Jeux Olympiques du côté masculin. On avait dit qu'il nous en manquait quelques-uns. Là, il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Je vais commencer tout d'abord avec la Suisse. La Suisse, l'alignement n'avait pas été dévoilé encore. Puis ce qui est à noter du côté de la Suisse, c'est qu'on a beaucoup de joueurs de la LNH quand même, relativement, plus que la Slovaquie, par exemple. Donc on a Nico Hischier, Kevin Fiala, Timo Meyer, Roman Yossi, Nino Niederreiter, Jonas Segenthaler. C'est des joueurs avec de l'expérience. Également, je pense à des Akira Schmid, à des JJ Moser, à des Philippe Kourachev. Donc ça, c'est des joueurs LNH. Ils ont quand même une bonne beaucoup de joueurs LNH, en gros. Mais c'est Puis pas. Pius Suter aussi. Mais un truc qui m'impressionne, c'est que c'est pas juste des joueurs LNH comme de 3-4e trio, c'est des bons joueurs comme Ouais. Ishieu, Mayer, c'est des joueurs élites. Sinon, en défense, ils ont Moseux, il y a aussi, c'est une excellente Mm. première paire. Puis d'un but, c'est sûr que c'est pas le meilleur gardien, mais Akira Schmid reste qui fait la job avec Vegas cette année. Donc pour vrai, c'est une équipe, je pense pas qu'il va avoir de médailles, mais si tu la prends la légère, comme un peu la Tchéquie, c'est une équipe qui pourrait te surprendre si tu la prends trop facile. Tu penses que c'est trop facile, là. Par contre, je ne sais pas si ça va mettre Akira Schmid, le gardien partant, parce qu'ils ont quand même amené Reto Berra, qui a déjà joué à LNH avec l'Avalanche, mais il a 39 ans, donc il va avoir. Il vient d'avoir 39 ans, donc tu sais, ceux que. Je ne sais pas s'il va vraiment jouer, il est plus là pour son expérience. Puis sinon, je sais que les fans des Canadiens vont rire en disant ça, mais moi je ferai attention à Sven Andrighetto. Il est actually très régulier depuis qu'il joue en Europe en tant que tel, puis que l'année passée, il a été nommé joueur d'année masculin au niveau de la IHF, donc tu sais, c'est pas un mauvais joueur en tant que tel chez lui. Donc, il va probablement jouer avec des joueurs qu'il connaît quand même. Là. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans les ligues suisses. Donc, moi, je fais attention à André Ghetto. On sait jamais. On sait jamais. Mais sinon, quand même, un très bon alignement du côté de la Suisse. La seule équipe qu'on n'a pas pour l'instant, c'est l'Italie. Mais bon, je ne Bon. m'attends pas à une équipe de 5 étoiles, on va se le dire. La Slovaquie, si je me souviens bien, on n'avait pas l'alignement la semaine dernière. Tout d'abord, les joueurs qu'on connaissait, c'était Simon Nemeth, Juraj Slavkovski, Martin Fehervary, Martin Pospisil, Eric Chernak et Tomáš Tatar, donc des joueurs qu'on connaît. Les joueurs LNH. Sinon, on a Dalibor Dvorsky aussi qui a fait son choix, son train avec l'équipe, donc ça peut être intéressant. Également, on a Pavel Regenda qui joue avec les Sharks de San Jose niveau LNH. Également, en Amérique du Nord, on a Samuel Lavaille, le gardien de but, qui joue avec le Wild de l'Iowa. Puis sinon, on a Adam Gayan, le gardien de but, qui est présentement au niveau universitaire avec les Bulldogs de Minnesota Duluth. Donc ça va être intéressant. On a des jeunes joueurs du côté de la Tchéquie, puis sinon des joueurs d'expérience qui jouent en Europe depuis longtemps. Je pense à des Adam Ruzicka, des Patrick Koch, on dirait live-up, je viens juste de nommer ceux-là que je connaissais parce qu'ils ont joué avec les Coyotes. Mais en tout cas, ils ont quand même des joueurs d'expérience. Il y en a certains anciens qui sont dans la LNH aussi. Donc, ça va être une équipe qui est vraiment moins forte sur papier que même la Suisse, par exemple, mais tu sais, qui pourrait être intéressante. Il y a des jeunes joueurs très très bons. Slavkovski va très très bon. Il va même avoir un gros rôle. D'ailleurs, Slavkovski, ce serait pas surprenant de le voir premier trio. Ou, il va être au moins assistant capitaine, moi je pense. Tu sais, en plus, déjà qu'il a joué les JO en 2022. Ce serait pas surprenant. Tu sais, je verrais un capitaine genre Tomáš Tatar pour son expérience et tout. Puis après, un Slavkovski assistant, ça serait vraiment pas surprenant tant que ça. Donc, c'est pas mal tout pour la Slovaquie. Du côté du Danemark, bien, on connaissait les présences de Lars Eller, Oliver Brockstrom, Nicolas Ehlers, Fredrik Andersen, Jesper Jensen-Abo et Jonas Ramberg. Sinon, en tant que tel, niveau Amérique du Nord, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs danois, mais il faut noter Oscar Fisgard-Molgard qui joue avec le club école du Kraken. Le gardien de but Matt Shogard, c'est un prospect des Sénateurs, ça va
il s'est pas vraiment établi Ligue nationale, puis Ligue américaine, il est moyen, mais il va être là du côté du Danemark. Également, on a certains joueurs d'expérience qui étaient là, notamment à Beijing. Je parle de Patrick Russell, notamment l'attaquant. Ça, par contre, si t'es fan de F1, que tu dis, t'essaies de déconnecter la F1, tu regardes le hockey aux Jeux Olympiques, tu vois Russell 63, tu bugs un peu. Mais avec le Danemark, donc c'est ça qui est quand même assez drôle. Sinon, on a Frédéric Dicho, un ancien prospect des Canadiens qui va être là. Il me semble qu'il était là à Beijing aussi, le gardien de but. Niklas Jensen, qui est connu aussi, je pense, à des. J'essaie de voir les noms en tant que tels, mais certains noms qui sont quand même, que certains gens vont reconnaître, mais c'est beaucoup des joueurs d'Europe. Pour ce qui est de l'Allemagne, on connaît également l'alignement au complet. On connaissait bien sûr certains joueurs comme Moritz Seider, Tim Stützle ou Leon Draisaitl, bien sûr. On va avoir Dominique Cahoon, qui, si on se souvient bien, il y a quelques années, c'était un finaliste au Calder. Oui, oui. Ça fait 2 ans qu'il est en Europe, mais c'était finaliste au Calder. C'est sûr que quand il était finaliste, les 2 autres en face de lui, c'était Quinn Hughes, Kilmacher. C'est comme pas fair. Mais en tout cas, enfin, le 3e finaliste en 2020. Tout court, sinon, je pense, Lucas Reichel va être là aussi. JJ Peterka, bien sûr, qui a été sélectionné. Ça, c'était pas une surprise. Tobias Rieder, un gars qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà fait les JO notamment, va être là, lui qui joue en Allemagne présentement. Sinon, j'essaie de voir, puis beaucoup de joueurs d'Europe, Philippe Grubauer, qui va être le gardien partant, à moins qu'il se fasse voler à vedette par Mathias Niederberger, mais j'en doute fortement. Mais donc, sinon, c'est quand même un alignement intéressant pour l'Allemagne. C'est un des pays que je trouve qu'ils ont vraiment des joueurs étoiles, puis ça drop rapidement. Là. Genre, il n'y a pas plusieurs genre moyens. C'est vraiment Draisaitl, Stützle, puis des joueurs qu'on connaît pas juste après, genre, on dirait. En tout cas. Sinon, au niveau de la Lettonie, je crois qu'on connaissait déjà l'alignement en tant que tel, mais c'est ça, comme tu l'avais dit la semaine dernière, il faut noter la présence du défenseur Albert Smith qui était présent sur l'équipe du Mondial Junior. Donc, ça fait déjà beaucoup d'expérience d'un coup. Mondial Junior, Jeux Olympiques en une année. Puis je crois qu'il n'a pas été repêché encore. Donc, tu sais, ça peut. Pour le prochain draft, ça peut être très intéressant. Il va pouvoir se faire valoir. Puis sinon, on avait parlé des gardiens de but qui sont Elvis Merzlikins, Arthur Silovs et Kristaps Gudlevskis. Donc, un alignement intéressant du côté de la Lettonie. Même si, tu sais, on ne s'attend pas à ce qu'il gagne une médaille d'or nécessairement. Donc, c'est pas mal tout. Les États-Unis, on connaissait déjà. Canada, Suède, Finlande, on savait déjà tous ces alignements-là. Donc là, maintenant, il va seulement rester l'Italie. L'Italie, je rappelle que là-dedans, il y a un prospect LNH, c'est le gardien de but Damian Clara, qui fait partie de l'organisation des Ducks d'Anaheim. Mais tu sais, je pense pas que ça va casser 3 pattes à un canard. Là. On va pas connaître de gros joueurs là-dessus. À moins que Marco Scandella sorte de sa retraite et dise je représente l'Italie. Même là, je pense pas. Non. Donc, on sait jamais. On sait jamais. Mais je pense pas. Donc, l'Italie, c'est la seule équipe qui reste à dévoiler. Puis sinon, du côté féminin, on a commencé à avoir des alignements. Tout d'abord, on va parler de l'alignement canadien en tant que tel, qui n'a pas grande surprise, on va se le dire bien franchement. Dans les différences que j'ai notées par rapport à celui de Beijing, il y a un changement il y a une des gardiennes de but qui n'est pas là. C'est Kristen Campbell, qui est présentement avec les Sceptres de Toronto. C'est vrai qu'elle, ça va un peu moins bien. Toutefois, Anne-Renée Desbiens, sans aucune surprise, est présente, tout comme Emran Smashmeyer. Donc ça, c'est pas très surprenant. J'avais fait un pari le dernier épisode, toi aussi, PO. On avait parié que Marie-Philippe Poulain allait être sur l'alignement. On n'était pas sûr. Elle est là, finalement. C'était une petite surprise, mais ça pouvait arriver. Moi, c'est Laura Stacey qui me surprend vraiment. Je pensais vraiment pas qu'elle allait être là. Je comprends pas trop pourquoi. Ça me surprend. Ok, t'es pas sérieux. C'est bon. Parce que j'étais t'es comme là à Beijing, là. Mais sinon, en tant que tel, on a un alignement qui est très, très solide du côté canadien. Au côté des Canadiens, on a Justin Larocque, Laura Stacey, Sarah Fillier, qui avait été excellente à Beijing aussi. Brian Jenner, Sarah Nurse, Erin Ambrose, Nathalie Spooner, des joueurs qui ont de l'expérience, Emily Clark, Emma Maltais, Blair Turnbull, Claire Thompson, Julia Gosling, Jennifer Gardner, Daryl Watts. Là, je ne les ai pas toutes nommées, mais c'est vraiment un alignement qui a beaucoup d'expérience côté canadien. Donc, minimum, ça va être une médaille d'argent, sont aussi du côté féminin au hockey. Sinon, on connaît l'alignement de la Tchéquie aussi. On a certaines joueuses qui jouent en Europe. Sinon, on a quand même des joueuses de la PWHL, je vais y venir, en tant que tel, notamment Daniela Peisova, que le nom que je reconnais en tant que tel. Moi, je regarde plus les matchs, mais c'est ça du côté de la Tchéquie. Du côté de la Finlande, on connaît l'alignement aussi avec des joueuses universitaires, des joueuses de la PWHL, des joueuses en Europe aussi. Pour ce qui est de la Suisse, on connaît l'alignement également. Pour ce qui est des États-Unis aussi, je peux regarder du côté des États-Unis, puis encore là, on va avoir beaucoup d'expérience. Je pense à des Kayla Barnes, des Megan Keller, des Ailey Kumra, Grayson Wickle, Hilary Knight, bien sûr. Alex Carpenter, Kendall Coyne-Scofield, Taylor Icey, Erin Frankel. Erin Frankel qui est absolument dominante avec le feed de Boston, il faudrait surveiller ça.
Puis un ajout que je trouve intéressant, c'est Gwyneth Phillips, la gardienne de but. La gardienne de but, elle, on la connaissait moins bien, mais elle avait tellement eu des grosses séries avec les Chargers d'Ottawa lors des séries l'année passée que je comprends vraiment sa nomination, c'est une équipe américaine. Donc, une bonne nouvelle pour elle en tant que telle. Puis sinon, il fallait que je note quelque chose du côté féminin. C'est du côté... Ah, c'est vrai, la Slovaquie fait pas la ligne. J'avais oublié. Je voulais parler de la présence parce que présentement, c'est les championnats juniors des moins de 18 ans du côté féminin. Le Canada a gagné ses matchs. Je pense qu'ils ont scoré 35 buts en 3 matchs. On va bien, inquiétez-vous pas. Je pense que le plus de buts qu'ils ont accordé, c'est 2 dans un match. Ils ont gagné genre 9-1, 14-0 puis 9-2. Fait que ça va. Mais c'était Nela Lopusinova, la jeune Slovaque de 17 ans. Ça fait plusieurs années qu'on entend parler. Elle avait notamment réussi à Michigan. Malheureusement, les Slovaques ne font pas partie du tournoi olympique féminin. Mais je suis pour dire comment ses performances sont dominantes. Là, elle domine son niveau d'âge. Puis elle a fait l'équipe, même lors des qualifications olympiques du côté féminin, elle a été dominante. C'est juste dommage qu'on ne puisse pas l'avoir pour les JO de Milan-Cortina qui s'en viennent. Au niveau de la patinoire, je ne sais pas si la semaine dernière, on avait parlé des trous dans la glace lors de l'événement de préparation. Mais sinon, la LNH sont en train encore de regarder. Puis ça a l'air qu'ils ont qualifié les premiers événements qui se sont passés dans l'aréna de satisfaisants au niveau de... Écoute, ça vaut ce que ça vaut. C'est sûr que le tableau... Ouais, je l'ai vu, il est vraiment tableau indicateur, dégueulasse. je pense qu'il a de la grosseur du Palais des Sports à Jonquière. Donc, tu sais, c'est comme... Espérons que c'est juste un en attendant puis qu'ils vont le changer parce que tu peux pas avoir de reprise là-dessus. Là. Non, pas tant. Sinon, il va falloir que tu regardes comme ça, mais ça va être rough. Mais sinon, en tant que tel, l'aréna, tu sais, il est grand, il y a beaucoup de place. L'extérieur est très stylé. L'extérieur est très clean. Toutefois, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense les vestiaires, là, j'ai vu des photos, c'est comme... OK, dans un mois, il y a des personnes qui arrivent là. Mais ouais, c'est ça. Puis je rappelle que le tournoi féminin, lui, va commencer le 5 février, puis un peu plus tard, ça va être le tournoi masculin. En espérant que ce soit prêt au moins pour le tournoi féminin, là, ça serait comme plate que tu y arrives, puis il y a encore des cônes un peu partout. Mais là, je comprends pas pourquoi ils sont autant limites quand ça fait 7 ans qu'ils le savent, là, 7 ans. C'est pas comme s'ils l'ont appris il y a 3 mois, là. 7 ans, puis tu vas finir genre le jour d'avant que le monde arrive. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est déjà arrivé. Le stade olympique, est-ce que ça, en 76, c'était même pas fini. Fait que... il y a des gars qui ont été finis en 2005. Fait que tu sais, à ce que ça sache, il y a ça. Mais pour rassurer un peu l'Italie, ça a l'air que les Français ne savent toujours pas où vont être les matchs et que les JO dans les salles françaises commencent en 2030. Donc, c'est dans 4 ans. Puis ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer. Donc, écoute. Si les Italiens veulent se rassurer, les Français n'ont pas l'air d'être plus avancés non plus de leur préparation olympique de 2030. Sinon, c'est pas mal tout pour le hockey international. On va passer maintenant à LNH. D'abord, un échange. Laurent Brossoit, ancien gardien de but, substitut des Jets de Winnipeg, des Golden Knights de Vegas, qui était présentement dans l'alignement dans l'organisation des Blackhawks de Chicago, est échangé aux Sharks de San Jose avec Nolan Allen, un choix de 7e ronde en 2028, au retour de Ryan Ellis, son contrat, pas le joueur. Jake Furling, un choix de 4e ronde en 2028. Donc, un petit échange comme ça. Là, y a-tu quelque chose à dire là-dessus, sincèrement? Pas tant, non. Pas tant, effectivement. Sinon, on a Buffalo qui seraient les hôtes du prochain repêchage. Un repêchage qui va être décentralisé, un peu comme l'année dernière aussi. Le dernier qui avait eu lieu, c'était comme en 2024, on se souvient dans la sphère à Vegas. J'aimerais ça que ça soit plus rapide. C'était vraiment c'est vrai long. À ce que j'ai entendu parler, c'était... à ce que j'ai vu, c'était assez long. J'ai l'impression que ça a pris le double du temps d'habitude. Là. C'était très long. Puis en plus, c'était plate. Là. Moi, je suis pas fan de décentraliser. Là. Je trouvais que la Ligue nationale, c'était une des seules ligues qui était comme ça. Puis que c'était bien qu'on voyait tout le monde. Là. Puis là, je trouve que c'est vraiment long. Puis là, en plus, ça a l'air qu'ils veulent faire peut-être première et deuxième ronde le même jour. C'est vrai. Mais si c'est aussi long, on va finir à 2h du matin. Là. Ouais. Puis l'année passée, il y avait eu le temps d'envoyer Roger McQueen à live, prendre des photos avec Donald Duck et Flash McQueen. Là. Fait que, puis le draft n'est pas fini. Là. Non, c'est ça. On est comme 15e fois. Donc, effectivement, c'était trop long. Il y a eu une petite controverse avec Dougie Hamilton. On sait que Dougie Hamilton, c'est pas un défenseur qui a l'habitude de jouer trop longtemps avec les mêmes équipes. Je me souviens bien, il avait joué 3 ans à Boston, il s'était fait échanger. Puis il avait joué 3 ans à Calgary, il avait quitté l'équipe. Puis il avait rejoint les Hurricanes, il a joué 3 ans. Puis il a quitté l'équipe après pour jouer avec les Devils. Là, ça fait plus de 3 ans qu'il est là. Ou c'est sa 3e saison. En tout cas, peu importe. Mais sa 3 ou sa 4e. En tout cas, il est en train de battre un record sur son côté. Puis il a vraiment mal commencé. Là. Il a mal commencé, puis là, il a été benché un match. On se disait, est-ce qu'il y a un échange qui s'en vient? Il a été remis dans l'alignement. Puis à ce que tu me dis depuis ce temps-là, il y a comme 28 points en 3 matchs. Il va quand même très bien. Sans exagérer, mais il va très très bien.
Donc, c'est Peut-être que ça. là, il s'est Sinon, senti en danger, que là, il s'est dit, ah, je vais me réveiller un peu. peut-être qu'à New Jersey, mais les Devils vont tellement pas bien non plus, ça, faut en parler. Là, mais Ouais, mais ça, je les comprends pas. Ils perdent contre tout le monde, ils perdent contre les Jets qui sont dans les bas-fonds, puis après, ils battent le Wild. Ben, tu sais, c'est comme les Islanders qui battent l'Avalanche en temps réglementaire. C'est comme, ouais. Sinon, il y a Linus Ullmark qui a quitté l'organisation des Sens, on sait, il y a quelques semaines. Il y avait des problèmes personnels. Là, il y a des rumeurs qui ont commencé à sortir qu'il avait couché avec la femme à un joueur des Sénateurs. Tu sais, des rumeurs à la Corey Perry, là, on sait, il y a quelques années. Finalement, les Sénateurs ont comme fait une déclaration là-dessus pour dire que c'était pas vrai, mais il y a plein de gens qui ont dit ben c'est la première fois que j'entendais parler de cette histoire-là, donc c'est probablement vrai. Donc là, il est de retour sur la patinoire, ça a l'air qu'il a recommencé à patiner, mais ça reste, tu sais, ça Mais fait pas bien passer les Sénateurs. pour qu'une organisation prenne une rumeur comme ça, ces réseaux, ils doivent en avoir des milliers, puis t'écrivent Ouais. un communiqué. Souvent, il y a quelque chose. S'il y a rien, là, ils vont pas faire de quoi, là. Ils vont juste laisser ça passer, là. Non? Moi, personnellement, je me souviens pas que les Blackhawks avaient fait un communiqué il y a 2 ans avec la rumeur que Corey Perry avait couché avec la mère à Bedard. Là, si je me souviens pas qu'elle avait fait de communiqué là-dessus. Donc, en même temps, c'est les Blackhawks. Ils cachent 22 000 affaires tout croche, là, mais en tout cas, pareil. Je me souviens pas d'avoir vu le truc là-dessus. Donc, ça va être à suivre. Sinon, côté des signatures, il y a Philippe Broberg à Saint-Louis qui a signé 6 ans, 8 millions. C'est quand même un gros contrat. Je pense 8 millions, Philippe Broberg. Ben, juste pour Je sais pas. comparer, est-ce que tu préfères ça ou tu préfères Lynn Hudson à 8.8? Dans Hudson. Ben, c'est ça. C'est 8,8, c'est 800 000 de plus. C'est quoi, c'est 8 ans qu'il a signé Hudson? Ouais, 8 ans. Puis il est meilleur que Philip Broberg, dans une fois de Trump. Donc, ouais, c'est ça. Un peu trop cher à payer. James Reimer, l'éternel revenant, qu'on a dernièrement vu si vous avez fait partie des 42 personnes qui ont écouté la Coupe Spangler au temps des fêtes. Malheureusement. Ben, James Reimer. il y a les sénateurs qui l'ont regardé sûrement. Parce qu'ils l'ont signé. James Reimer, qui était le gardien partant du Canada lors de la Coupe Spangler, qui a signé un contrat d'1 an avec les sénateurs de 850 000. What the hell, là? Non, genre, sincèrement. Ben, c'est pour remplacer le Mark qui est pas là, là. Et sûrement qu'ils se sont dit c'est le seul. Ben, parce que j'ai entendu dire, Levi Merilainen connaît pas une super. Ben, comme les sénateurs, Ouais, ils les vont pas sénateurs, faire ça bien, va pas. Ben, au moment qu'on est en train de filmer, ils sont en train de détruire les Rangers, Ouais. mais le reste de la saison va pas C'est comme super plusieurs bien. matchs de suite qui sont détruits. Ils ont perdu 10-2 l'autre jour contre Boston. Ouais. Donc, c'est ça. James Harden qui a signé à Ottawa. Sinon, Blake Lizotte qui a signé 3 ans, 2,25 millions par an avec les Penguins de Pittsburgh. Le troisième Hudson, Quinn, qui a signé 2 ans, 875 000 avec les Oilers. Donc, un bon défenseur pour les Condors de Bakersfield. Sinon, Logan Mailloux, un prospect que les fans des Canadiens s'ennuient tous. Pourquoi j'entends des criquets quand je dis ça? Parce que personne ne s'en ennuie, c'est vrai. Il a signé 1 an, 850 000. Tantôt, on a checké ses statistiques, il est à moins 21. 2 points. Puis il joue pas tous les matchs. Bon, ouais, c'est pas cher payé. Même si Bolduc il fournit pas ce qu'on pensait, on a gagné un trade pareil. Sinon, il y a la nouvelle vedette du côté des Canadiens de Montréal, Alexandre Baguette-Texier, le français, qui a signé une prolongation de 2 ans, 2,5 millions. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne signature, c'est pas cher payé, puis avoir ses dernières performances, on va pouvoir en parler, PO, quand on va parler des matchs des Canadiens. Mais c'est très voulu. Je pense que c'est une bonne prolongation de contrat. Ben, il y en a qui disent que c'est peut-être rapide, puisque ça fait même pas 30 matchs qu'il est avec les Canadiens. Bon, aussi, là, mais... Parce qu'il y en a qui disent, juste prendre exemple, il y a quelques années, Rem Pitlick qui avait très bien commencé, puis il a rien fait après. Raphaël Harvey-Pinard avait eu des bonnes séquences aussi avec les Canadiens. Les deux avaient fait genre une quinzaine de points en 20 matchs. Donc ça se peut que ça fasse ça, je pense pas. Je pense que Texier a plus de talent, mais c'est vrai que c'est rapide, mais à 2.5, même s'il devient juste un joueur de 3e, 4e trio, c'est pas tant cher à payer. Puis jusqu'à maintenant, sur le premier trio, il fait très très bien. Puis même hier, dans le match contre les Washington, je vais en parler un peu plus tantôt, il y a eu 10 000 chances de marquer, donc vraiment, il continue sur ses bonnes lancées des derniers matchs, puis je trouve que c'est une très belle signature. Puis en plus, il a le goût d'être ici, fait un point de presse, il a dit c'est ici qu'il veut jouer, surtout dans un marché francophone. Il dit que tout le monde est vraiment le fun, donc c'est vraiment le fun de voir un joueur qui veut jouer à Montréal. Puis sinon, on parlait des matchs des Canadiens. Ça, c'est un truc qu'il faut faire l'année prochaine, PO. C'est un bingo card, voir c'est qui le premier coach qui se fait congédier. Donc, si sur votre liste, vous aviez Dean Evison du côté des Blue Jackets, eh bien, félicitations, vous avez gagné votre bingo. Parce qu'il est devenu le premier entraîneur-chef congédié dans la saison. Moi, je trouve ça surprenant que c'est juste en janvier qu'il y en a un qui se fasse congédier. D'habitude, c'est comme il y en a un en octobre. Ben, c'est tellement serré le classement que tu te dis, je le congédie, mais ça se peut qu'on gagne 5 matchs puis qu'on soit back en série. Là. Ouais.
Fait que Dean Evison, qui est remplacé par un Rick Bowness, qui a notamment déjà coaché les Stars de Dallas et les Jets de Winnipeg. Il me semble que lui, il voulait plus revenir coach à cause des problèmes de santé de sa femme. Finalement, il décide de revenir. Mais probablement que c'est peut-être comme ce que Jacques Martin avait fait il y a 2 ans. On s'en souvient quand les sénateurs avaient congédié DJ Smith, qui a eu 8 ans trop tard, puis qu'ils avaient ramené Jacques Martin pour comme le reste de la saison en 23-24. Donc peut-être c'est pour ça. C'est peut-être de ce style-là qu'il va faire Rick Bowness, le temps que les Blue Jackets se trouvent un nouveau coach. En tant que tel. Puis sinon, pour parler des matchs des Canadiens, ils en ont joué 5, mon Dieu. Ben, c'est vrai qu'on tourne le mercredi, on tourne tard. Ils ont joué contre les Flames, les Panthers, les Red Wings, les Canucks et les Capitals. Donc, P.O., tu peux nous parler rapidement de ces matchs-là. Bon, ben, premièrement, contre Calgary, la Floride, c'était un back-to-back. Puis ça a été le back-to-back d'Alexandre Texier. Il a fait 6 points, dont un tour de chapeau. Donc le premier match contre Calgary, ça a été une domination totale. Si c'était pas du gardien, ça aurait été encore plus dominé. Texier a eu 3 points dans ce match-là. Puis pour vrai, les Flames sont vraiment mauvais. Là. Pour vrai, j'ai rien à dire sur les Flames. Puis pour vrai, très bon match des Canadiens. Mais c'est un match qu'on s'en doutait. Le match plus dur, c'était contre la Floride. Mais ça a été très très bien. Victoire de 6-2 contre la Floride. Bobrovski, sa saison, ses statistiques sont pas fameuses. Puis ce match-là, ça l'a pas aidé. Les Canadiens ont vraiment très bien joué. Je pense qu'ils ont le numéro de la Floride. Je pense qu'ils ont gagné leurs 7 derniers matchs contre eux si on va jusqu'à l'année dernière. Donc vraiment très très bien là-dessus. Un hat-trick de Texier, comme j'ai dit. Son dernier but en plus de ça qui a frappé dans les airs. Donc vraiment Texier va très très bien avec les Canadiens. Ça a été un très bon match, surtout sur un back-to-back. Donc impressionnant là-dessus. Après ça, on a affronté un match contre Détroit. C'était vraiment un match important parce que Détroit, Canadiens, Tampa Bay, ceux qui se battent pour la première place de la division. Détroit ont vraiment joué un match parfait sur la route. Les Canadiens essayaient de souvent envoyer la rondelle en fond de territoire puis aller la chercher. On n'était jamais capable. Ils dégageaient la rondelle. Gibson faisait des bonnes arrêts. Pendant un bon bout, ça a été 2-0. Après ça, on fait 3-0 puis on marqué dans un filet désert 4-0. Et il faut dire aussi qu'il y a un but vraiment chanceux. Le premier but, puis ça a un peu coupé les jambes aux Canadiens. Fowler s'en va derrière le filet pour récupérer la rondelle, mais avant qu'elle arrive, elle rebondit bizarre sur la bande. Puis elle va directement dans l'enclave sur le bâton de Raymond qui marque. Puis ça a un peu coupé les jambes aux Canadiens en début de match. Donc ça c'était un peu dérangeant, mais vraiment les Red Wings ont vraiment bien joué. Donc c'est pas les Canadiens qui ont mal joué, c'est vraiment Détroit qui a bien joué. Puis là-dessus, je voulais juste dire, Jacky, même dans une défaite de 4-0, a eu une étoile, il a vraiment bien joué. Selon moi, c'était son meilleur match de l'année. Il a fait 8 mises en échec. Si je me trompe pas, c'était 4 tirs bloqués, puis vraiment il était partout. Après ça, le match de Vancouver, Jacky a bien commencé, première période vraiment très bon. Mais après ça, les 2 buts de Vancouver, c'est lui qui a fait des erreurs qui amenaient des buts. Donc là, après ça, il s'est fait bencher puis il a joué 7 minutes. Mais ça a duré un match et demi où Jacky était un bon défenseur parce qu'il est revenu à ses vieux plis. Mais pour vrai, Vancouver, on les a dominés. 6-3, là-dessus, il y a 2 ou 3 buts que je dirais que Dobech n'a pas été fameux. Après ça, il a fait quelques bonnes arrêts, mais sinon le Canadien a pas mal dominé tout le long. Vraiment, Vancouver, ils sont absolument mauvais. Premièrement, ils ont beaucoup de blessés, mais ils sont complètement mauvais. Là. Ça a été une domination du début à la fin. Et aussi, il faut dire, Carrier a passé à 1 seconde de battre le record de Larry Robinson pour les 2 buts les plus rapides, mais pour un défenseur des Canadiens. Mais il l'a fait en 20 secondes, 2 buts, mais le record c'était 19. Donc lui, il l'a fait en 20 secondes. Donc Carrier, qui en 20 secondes triple sa production de buts, il était à 1, là, il était à 3. Donc il y a eu la première étoile. Aussi, il y a eu plus tard dans le match 2 autres buts rapides en 38 secondes. Donc les Canadiens, ils font souvent se marquer 2 buts rapides. Puis ça aide tout le temps avec un momentum. Et dans ce match-là, Kapanen a marqué, mais il aurait pu en marquer 10 pour vrai. Il a tellement eu de chance dans ce match-là. Son trio est encore très très bon. Slavkovski et Demidov, les deux ont eu 3 points. Donc pour vrai, ce trio-là continue de bien fonctionner. Ensuite de ça, contre Washington, ça c'est un match qui fait mal parce qu'on a pris une avance de 2-0. On jouait vraiment bien. Les 2 premières périodes, je trouve, des Canadiens, c'était la meilleure équipe. Texier a pogné un poteau. Le premier trio de Caulfield, Suzuki, Texier jouait vraiment bien, mais Thompson faisait des arrêts. Même qu'une année, il a volé Texier sur une passe de Caulfield. Pour vrai, Texier aurait pu marquer plusieurs buts, mais Thompson ne voulait pas. Il a réussi à garder son équipe dans le match. Puis en troisième période, les Canadiens ont complètement arrêté de jouer. Peut-être parce qu'ils venaient de jouer à Montréal la veille, le transport, tout ça, peut-être. Je sais pas s'il y avait plus d'énergie. Parce qu'en troisième période, là, c'était une domination totale. Washington a réussi à remonter. Une chance que Montembeault était là, sinon on n'aurait même pas eu le point en prolongation. On serait même pas allé en prolongation tellement c'était une domination. Et en prolongation, on a eu une pénalité. Suzuki a fait trébucher quelqu'un. Après ça, on s'est fait dominer tout le long. Juste pour vous dire, en troisième période, plus la prolongation, les tirs, c'est 25-6
pour Washington. Puis Montembeault, honnêtement, depuis son retour de Laval, il a joué 4 matchs. C'est 3 victoires, une défaite en prolongation. Puis je pense qu'il y a un taux d'efficacité de genre 921, quelque chose comme ça. Donc il va vraiment bien. Il a l'air d'être de retour. Là, Dobèche, il gagne ses matchs. Dans ses 5 derniers, il est 4-0-1. Mais c'est pas fameux. Là, il y a Fowler qui joue bien, mais qui gagne pas. Est-ce qu'on garde les 3 gardiens? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai hâte de voir qu'est-ce que les Canadiens vont faire, surtout avec le retour des blessés bientôt. Tu vas avoir plus que 23 joueurs, il faudra que tu prennes une décision. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe, mais les Canadiens, honnêtement, ils vont très très bien. Puis je pense que c'est pas un lock parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, mais il y a de fortes chances qu'ils finissent dans le top 3. Mais il faut faire attention aux Maple Leafs que oui, on perdu leur dernier match 6-1, c'était pas fameux. Mais avant ça, ils n'avaient pas perdu en 10 matchs, donc pas perdu en temps réglementaire en 10 matchs. Ils avaient perdu 2 fois en prolongation, mais ils sont en train de revenir, puis Buffalo va très bien, donc faut pas ralentir, mais ça augure bien pour une bonne place en série. Les Panthers, tranquillement, et Matthew Tkachuk va revenir, je pense. Hein? Matthew Tkachuk va revenir. Bobrovski, je pense qu'il va se replacer. Puis ça va être dur aussi. Donc, ça se peut qu'on voit 5 équipes de l'Atlantique. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. En série. Puis si Buffalo, Toronto continue, les Panthers, s'ils se réveillent pas, on pourrait-tu les voir manquer les séries? Ça serait étonnant. Oh, on serait tellement déçus. Mais sinon, c'est ça pour les Canadiens. Ils vont super bien. Puis honnêtement, j'ai juste hâte de voir, avec tous les blessés qui vont venir, qui va s'enlever. Parce que Samuel Blake est sur un 4e trio. Il joue vraiment bien comme joueur de 4e trio. Texier vient de signer parce qu'il joue bien. Donc là, tu as tes 2 premiers trios qui sont remplis. Le Newhook, avant de se blesser, il était super bon sur le 2e trio. Là, il va se faire jouer sur un 3e trio avec Anderson, Dano. Mais là, il y a Bolduc. Tu mets pas Bolduc sur un 4e trio. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Peut-être qu'il va y avoir un échange. Peut-être pour ça qu'on a signé Texier. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que là, il y a Laine, il y a Evans, il y a Dak, puis il y a Newhook qui reviennent. Anderson vient de revenir au dernier match. Donc là, il y a beaucoup de joueurs. Là. Ah, moi, personnellement, je sais pas je suis qui pour décider de ça, mais l'année, tu te débarrasses de ça. Là, En même temps, tu peux pas. Ça sert à rien. Hein. Oui, il sert à rien, mais tu peux pas ne pas Mais juste. personne va le vouloir. Fait mais il faut que tu l'essaies, il faut que tu vois. Tu peux pas juste rien faire. Ah, il a pas joué de l'année? Il a joué, mais genre 5 matchs en début d'année, genre 10 matchs. Ouais. Ça fait longtemps qu'il est blessé. Sinon, pourquoi tu as attendu qu'il se revienne de sa blessure pour l'échanger? Pourquoi tu l'as pas juste genre mis au balotage? C'est sûr qu'il va jouer des matchs, mais là, je sais pas trop. Il va y avoir trop de joueurs. Il va y avoir trop de joueurs bientôt. Donc, j'ai hâte de voir ce que les Canadiens vont faire. Ça, ils peuvent faire un tour de passe-passe. Vegas font ça depuis plusieurs années. Non, c'est vrai, on peut plus. Mais c'est un beau problème à avoir. J'aime mieux ça que devoir faire mettre Veleno sur le premier trio. Baddock, puis Camillus, puis Lucas Veidemo, effectivement. C'est pas mal tout pour le hockey en tant que tel. Également, pour les Jeux Olympiques, il va falloir surveiller parce que Braden Point est blessé hebdomadairement. Donc, ça, il va falloir surveiller en espérant qu'il ne manque pas pour les JO. Mais de toute façon, ça a l'air que Bedard est sur la liste de. Mais pour les remplacements, de ce que j'ai compris, ils veulent remplacer par un joueur qui pourrait faire le même rôle. Comme si par exemple c'était Wilson qui jouait pas, il y avait plus de chances que Bennett vienne, tu comprends? Genre, ils veulent un joueur qui aurait peut-être le même rôle que Point. Je sais pas qu'est-ce qu'il envisageait pour Point, parce qu'on sait que c'est un joueur qui peut juste un top 6, comme sur un 3e trio, quand même relativement responsable dans sa zone. Donc peut-être que c'est un joueur comme ça qu'ils vont chercher. Peut-être que c'est pour ça que Bedard, peut-être, il serait pas pris. Peut-être plus un gars comme Shifley, vu que c'est plus un centre. Bedard, oui, c'est un centre, mais il y en a qui disent qu'il devrait jouer à l'aile, donc peut-être. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont prendre. Mais selon moi, si c'est pas un de Johnson, Bedard ou Shifley, c'est pas le bon choix. Effectivement. Donc c'est tout pour le hockey. On va passer rapidement au côté du sport automobile. Tout d'abord de la F1 rapidement pour ce qui est des nouvelles. Toi, tu me dis l'autre jour, tu sais, on s'est parlé. Tu m'as dit, toi, tu as l'impression que ça fait un bout que la saison de F1 s'est terminée. Moi, je t'avais dit, c'est vraiment le contraire. On dirait que ça s'est fini hier, sincèrement. On dirait que j'ai pas eu le temps de la digérer encore cette saison-là. Eh bien, déjà qu'en date qu'on enregistre le 14 janvier, demain, on a la Red Bull et la Racing Bulls leur livrée qui vont être dévoilés déjà. Puis le premier Grand Prix début mars. Donc, what the hell? Genre, sincèrement. Mais avec 24 courses, t'es obligé de. Mais en tout cas, je trouve que ça a tellement passé rapidement. Genre, sincèrement, je me mets à la place de pilote de F1, t'as pas le temps de te reposer, là. Non. Pour elle, genre, t'es Max Verstappen, là. Genre, t'es obligé d'aller au gala FIA, puis après, tu fais des. Non, c'est vrai, il a skippé cette année. Mais, tu sais, tu vois. Si tu vas à des événements, tu vas faire des événements pour les sponsors, t'as à peine qu'en 2 semaines, puis après, ben non, faut que tu retournes à l'usine, faut préparer la saison. On est vraiment loin de l'époque si la saison finissait en octobre et recommençait en mars. On est très très loin.
Mais écoute, le capitalisme. Sinon, Cadillac ont dévoilé leur livret de pré-saison. C'est une livrée noire avec les noms de marqués des membres de l'équipe. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est pas leur vrai livret. Sinon, pour ce qui est, on a vu les premiers tests de l'Audi. C'est la première voiture qui a embarqué sur la piste en tant que telle. On n'a pas vu grand-chose. On a juste vu que la voiture était noire avec un logo Audi rouge dessus. On peut rien dire de plus, on va se le dire. Sinon, côté de la F1, là, il y a tellement de rumeurs qu'on voit sur les réseaux sociaux que telle équipe a de la misère avec sa voiture. Là, qui dit on s'attend à ce qu'une équipe a des problèmes, genre un top team descende dans le classement. Donc, ils disent Red Bull va avoir des problèmes. Donc, ils disent Alpine ont eu des problèmes avec le moteur Mercedes. Donc, ils disent que Ferrari, c'est la panique présentement. Moi, il y a tellement de rumeurs de l'un et de l'autre. On dirait qu'Alpine, j'ai le goût d'y croire. C'est comme. Ouais, non, c'est ça, j'ai envie d'y croire. Puis malheureusement, Ferrari, j'ai comme envie d'y croire aussi, mais ouais, en tout cas. Mais tu sais, ça s'en ramène un peu partout, là. C'est Mais ça qui est bizarre. il y en a juste une qui a l'air que tout on dirait qui est positif, c'est Mercedes. C'est Mercedes. Ben, McLaren, j'ai pas entendu de mal non plus dessus, là. Ben j'ai On rien a entendu. Ouais, juste Ouais. rien. On sait pas trop. Mais Mercedes, ça veut dire que il aurait pas dominé pendant genre 5 ans, puis là il serait déjà de retour au sommet. Là. Si c'est ça qui arrive, je me mets à l'IndyCar. Je sincèrement m'en fous. M'en fous, je le T'es call. tanné que Ferrari c'est jamais leur tour, hein? Oui. Ben ça a été leur tour pour 3 courses avec Leclerc. Là. Ça m'a donné, ok, c'est bien beau rêver de regarder les courses de Michael Schumacher, mais à un moment donné, c'est le fun d'avoir des trucs un petit peu plus modernes. 2004, c'était il y a 22 ans, Calif. En tout cas, ouais, c'est ça. Donc, ça va être à surveiller. Sinon, au niveau de la NASCAR, j'en ai parlé il y a quelques semaines, lors de la dernière course de la saison. On parlait du système des playoffs qui faisait pas l'unanimité en NASCAR. Je rappelle qu'en gros, c'est 16 pilotes qui se qualifient. Après, si tu gagnes certaines courses, les courses d'après, tu te qualifies automatique. Sauf que le truc, c'est que dans les dernières années, ça arrivait souvent en NASCAR que, comme par exemple, un pilote qui avait gagné 1 ou 2 courses en saison maximum, il était comme 12e au classement pilote. Après, il se qualifie pour les séries, il gagne une course en série, puis là, il reste vraiment jusqu'en finale, puis il gagne le championnat. C'est arrivé malheureusement plusieurs fois dans les dernières années. Puis il y a beaucoup de fans de NASCAR qui n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, la NASCAR, qui sont un peu poignés dans des procès présentement avec certaines de leurs équipes, ont décidé de changer leur système des séries, enfin. Ils vont ramener en gros leur système qu'ils ont eu de 2004 en 2013. En gros, c'est il va y avoir encore un classement, il va y avoir encore des séries. Sauf que là, ça ne sera pas comme des éliminations à chaque tour, puis à la fin, tu as une dernière course, tu en as 4, lui qui gagne, lui qui finit plus haut est champion. Donc, ça va se faire sur 10 courses, puis le gars qui a plus de points à la fin des 10 va être champion, tout simplement. Ça me semble logique. C'est sûr que là, ça se pourrait qu'il y a des courses qui ne servent plus à rien, comme ça arrive des fois en F1, par exemple. Trop souvent, ce qui arrive en F1. Mais donc là, au moins, c'est ça. C'est un système qui a un petit peu plus de sens. Donc, j'ai quand même hâte de voir ça du côté de la NASCAR. Sinon, du côté du vélo, en tant que tel, j'ai plusieurs trucs à dire. Tout d'abord, cette fin de semaine, c'est le début de la première épreuve World Tour. C'est ça, du côté masculin ou féminin, c'est le Santos Tour Down Under, ou le Tour Down Under, on va dire en français. Comme ça, de base, c'est en Australie. C'est une course de quelques jours en tant que tel. Ça, par contre, c'est pas une course qui va vraiment briller par sa difficulté au niveau des montées en tant que telle. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir un Pogacar avec Vingegaard s'affronter sur cette course-là. C'est pas une course très challengeante. Ça va plus être des gars en tant que tel, des punchers, des sprinters qui vont plus se montrer sur cette course-là, on va se dire comme ça, là, qui vont se démarquer. Mais on a quand même quelques favoris, parce qu'on connaît déjà l'alignement de la plupart des équipes pour l'événement. Tout d'abord, il y a le vainqueur de l'année dernière, l'Équatorien Jonathan Narvaez avec l'équipe de Tadej Pogacar, la UAE Team Emirates XRG, qui avait gagné l'année passée. Lui, il a vraiment progressé depuis qu'il est rendu avec la UAE. L'année passée, ça a monté. Son dernier relais pour lancer Pogacar, j'ai toujours pas compris comment il a fait ça. Mais en tant que tel, il est vraiment très très puissant, donc il va faire partie des favoris. Puis sinon, c'est vraiment des punchers en tant que tel, un peu grimpeurs comme des Finn Fisher-Black, des Lennart Van Etvelt, des Ben O'Connor ou encore des Santiago Buitrago. Donc c'est les gros noms qui vont être là du côté du Tour Down Under, masculin et féminin. Donc tranquillement, ça commence de plus en plus rapidement. On va déjà avoir une bonne course en masse avec Paris-Nice. Puis sinon, il y a les premières classiques qui vont arriver en avril. Puis mai, ça va être le Giro d'Italie. Donc tu sais, oui, mai, c'est dans longtemps, mais techniquement pas tant. Sinon, je voulais parler aussi, ça fait plusieurs semaines que je tease les gros transferts qu'ils ont eu dans les dernières années. J'ai noté vraiment, pas dans les dernières années, dans l'entre-saison, en gros, les gros transferts qu'il y a eu entre les équipes. C'est vrai que je parle des gros transferts dans les dernières années, je pourrais dire, oui, à un moment donné, Pogacar est arrivé, je pense que tout le monde est au courant. Donc, j'ai noté un peu, je me suis inspiré de certains articles que j'ai lus sur le net.
à voir c'est quelles équipes qui avaient fait les meilleures acquisitions. Puis il y en a certaines qui ont eu une entre-saison très intéressante, je vais les nommer. Il y en a 4 en gros. Tout d'abord, c'est mon équipe chouchou, c'est elle que je porte un coton watté présentement, c'est la Ineos Grenadiers. Ils sont allés chercher quand même des gros noms. Tout d'abord, on est allé chercher un Sam Westford pour renforcer le côté pôle pour le pôle des sprints. C'est pas une sphère qui a été très développée par Ineos/Sky dans toute leur histoire depuis 2010. Ça n'a pas été une équipe qui a abrité beaucoup de sprinters. Donc Sam Westford, c'est une acquisition intéressante. Toutefois, le problème avec Sam Westford, c'est que toujours l'habitude de vraiment se montrer sur le Tour Down Under en Australie, puis après il disparaît. On ne le voit plus du reste de la saison. Donc ça, on espérait que ce soit un peu mieux de ce côté-là. Sinon, Jack Haig, un autre Australien qui lui va plus aider du côté montagne. Également, côté un peu polyvalent, on est allé chercher le champion de France sur route d'Orient-Godon. Donc ça peut être intéressant. Puis les deux grosses acquisitions du côté de la Ineos, c'est le Français Kevin Vauquelin, lui qui a connu une excellente saison 2025. Son Tour de Suisse qu'il a manqué gagner avec sa petite équipe Arkea, ou sa 7e place au général du Tour de France, qui est absolument incroyable, Kevin Vauquelin. Donc une grosse acquisition, puis là, il va vraiment falloir progresser parce que l'Arkea, c'était vraiment une petite équipe. Là, avec une équipe avec autant de moyens que la Ineos, peut vraiment progresser. Puis peut-être jouer des générales sur des grands tours, ou sinon, ça va être des générales sur des courses d'une semaine, puis ça reste quand même très, très bien. La Ineos a perdu beaucoup au niveau capital classement général dans les dernières années. Puis la grosse signature, ça, c'est venu un peu nulle part parce qu'il avait déjà un contrat avec son ancienne équipe. C'est le Britannique Oscar Onley, 23 ans, qui était avec la Picnic Postenel la saison passée, qui a fini 4e du Tour de France à 1 minute 12 de Florian Lipovitz, donc très, très proche. Donc, pour le classement général, Ineos sont allés chercher leurs grosses pièces pour les prochaines années. Il est jeune, il a déjà des gros résultats. Il a notamment fini sur le podium du Tour de Suisse aussi. Parce que malheureusement, au niveau général, Carlos Rodriguez, depuis son Tour 2023, a totalement disparu. Et Egan Bernal, j'ai l'impression malheureusement qu'il ne reviendra jamais à son prime de son Giro et de son Tour en 2019. Donc, c'est triste un peu. Il a gagné 2 grands tours, mais je ne pense pas qu'il va revenir à son prime. Sinon, il y a la Decathlon CMA CGM, une équipe française, elle, qui est en train de monter de plus en plus. On est allé chercher des gros joueurs, notamment au niveau des sprints Olaf Koy en provenance de la Visma Lease Bike. Donc, un gros sprinter à ce côté-là. Tige Benoît aussi pour le soutien, pour les courses d'une journée, puis également pour le soutien en montagne. Également de la Visma. Tobias Lundresen qu'on est allé chercher. Puis le meilleur jeune de la Vuelta, l'Américain Mathieu Riccitello, qui a genre 20 ou 21 ans. Donc, pour le général, lui, va être très intéressant du côté de la Decathlon. Sans parler, bien sûr, de Paul Sexas, le jeune crack français de 19 ans, qui a fini 8e du général sur le critérium du Dauphiné. 3e de la course chez les hommes des championnats européens. Donc, ce gars-là est vraiment ultra bon. Vraiment hâte de voir sa saison s'il fait un Tour de France ou quelque chose comme ça. Sinon, il y a la Red Bull Borans Grohe. Il faut parler de l'arrivée de Remco Evenepoel. J'en ai déjà parlé dans un vieil épisode. Mais lui, il va être gros. Là, la Red Bull ont tellement de gars pour jouer le général. Ils vont avoir un Remco Evenepoel, un Florian Lipovitz, un Giant Lee, un Primoz Roglic, un Giulio Pellizzari. Ils ont 5 gros noms pour jouer des générales. On sait qu'Evenepoel va faire le tour avec Lipovitz. Donc là, maintenant, ça va être à surveiller si... Parce que moi, j'ai peur un peu qu'avec cette équipe-là, il y a un petit peu de tension. Tu sais, si t'as 2 gros gars qui peuvent jouer un podium, tu sais, moi, je me vois pas dire en semaine, genre début de semaine 2, je me vois pas Red Bull dire à Florian, oui, va rouler pour Evenepoel, je pense pas qu'il va vouloir. Surtout si ses chances sont encore là. Puis ces gars-là ont quand même de l'ego, là, on se le dit. Donc, ça va être à surveiller. Puis sinon, la Lidl Trek également, qui sont allés chercher 2 gros gars pour le classement général. D'abord, l'Espagnol Juan Ayuso, en provenance de la UAE Team Emirates. On sait que ça marchait plus avec l'équipe de Tadej Pogacar. Il se faisait pas, il n'y avait pas les chances qu'il voulait. L'équipe n'était pas à son service. Donc, il va aller vraiment obtenir un gros leadership avec le Lidl Trek. Il va aller jouer le Tour de France. Puis sinon, j'en avais parlé dans les dernières semaines, mais Derek G, le Canadien, qui a également signé avec la Lidl Trek cette année. Donc, lui, il va pouvoir jouer notamment le Giro. Au moins, il va être leader sur les grands tours. Rapidement, je peux passer aussi aux autres grosses signatures. La NSN, l'ancienne Israël Première Tech, qui ont notamment perdu dans la dernière année Derek G, justement, au Michael Woods, qui est parti à la retraite. On signe un gros sprinter, Binyam Girmay, sprinter puncher qui avait gagné le maillot vert sur le Tour il y a 2 ans. La Lotto Intermarché, c'est pas un nouveau coureur, mais c'est plus du côté d'une promotion. C'est Jarno Widar, un jeune Belge qui a fini 2e du Tour de l'Avenir l'année passée derrière Paul Sexas. Donc, très hâte de voir sa première saison chez les pros. Chez la Movistar, on va aller chercher Jan Uijtebroeks, qui n'a jamais réussi à confirmer tout son potentiel, a beaucoup été blessé avec la Visma. Donc, hâte de voir dans une nouvelle équipe. Thorsten Trein, qui avait connu une grosse Vuelta avec la Bahrain Victorious, il est allé signer avec son équipe native de chez lui, la UnoX Mobility, une équipe norvégienne. Également la Tudor, une équipe suisse qui va aller chercher l'ancien champion du contre-la-montre, Stefan Kung. Donc ça va être intéressant. Ou encore la Soudal Quick-Step pour les classiques d'un jour, Jasper Stuyven. Puis aussi la Unibet Sietama, qui est une petite équipe pro. Ils sont allés chercher quand même 2 gros noms. Dylan Groenewegen, qui a remporté plusieurs étapes sur le Tour de France. C'est un gros sprinter qui est notamment en baisse de régime, par contre. Et Victor Lafay, qui était affecté par les blessures. Mais je me souviendrai toujours de ses 2 premières étapes sur le Tour en 2023, où
il est capable de suivre Prime, Vingegaard et Pogacar. J'ai jamais compris comment Victor Lafay était capable de faire ça. Donc, pour se relancer, ça pourrait aller très bien de ce côté-là. Sinon, pour les grosses pertes, rapidement, la Picnic, j'en ai parlé, Oscar Romney pour la UAE, Juan Ayuso pour la NSN, Derek J. Michael Woods pour la Stella Quickstep, Remco Evenepoel. Puis la Visma, j'avais déjà parlé de Olaf Koy, Tige Benoît et Jan Uijtdebroeks, mais là, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, on a eu la confirmation que Simon Yates, qui a gagné le Giro pas plus tard que l'année passée, a annoncé sa retraite immédiate du sport. Donc, il n'était pas ultra vieux, début trentaine. Là, il va annoncer sa retraite. Ça a vraiment pris les gens par surprise. Même moi, ça m'a pris par surprise. J'étais comme, what? What? Il y avait des leaders de 38 ans avec la Visma qui sont encore là. Puis lui, non, il prend sa retraite à 33 ans. Mais il a dit que c'est une décision qu'il a mûrement réfléchie. Peut-être qu'il avait un peu accompli tout ce qu'il fait. Mais Simon Yates, c'est vraiment un gros palmarès. C'est une Vuelta, un Tour d'Espagne, un Tour d'Italie, pardon. Donc un Giro, une Vuelta, des victoires d'étape sur le Tour de France aussi. Puis des grosses courses. Donc Simon Yates, un gros palmarès pour le coureur britannique qui a pris sa retraite. Donc, c'est tout du côté des grosses arrivées mercato masculins en tant que tel. Au niveau des Canadiens, sur le peloton, Derek J, j'en ai parlé. Michael Woods a pris sa retraite. Et Guillaume Boivin, lui, va rester avec la NSN, l'ancienne Israël Première Tech, et Hugo Hull, j'en ai parlé, avec la Alpecin Première Tech. Donc, ça, c'est les Canadiens principaux qui sont sur le peloton. Puis sinon, je vais juste en parler rapidement, après on passe au baseball. PO, je te promets. La fin de semaine dernière, j'étais allé voir les championnats canadiens de cyclisme sur piste à Bromont. Ça tombe bien que j'habite à 25 minutes de là. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Donc là, je ne vais pas en parler longuement ici. Mais par contre, je suis en train de préparer tranquillement. Si je me motive, ça devrait sortir cette fin de semaine, une espèce de petite vidéo d'1 minute à la verticale qui va résumer un peu mon expérience des 2 jours passés là. Puis là, j'ai pris des notes pour l'année prochaine. L'année prochaine, je me prends des billets pour les 3 jours et pas seulement pour le samedi et le dimanche. Alors, en espérant que ce soit encore à Bromont. Sinon, ça pourrait être à Milton, mais c'est comme 7 heures de route. Je pourrais être assez motivé pour y aller, là, sincèrement. C'est un petit peu plus loin que 25 minutes, disons. Ouais, c'est en Ontario, mais je pourrais être motivé à y aller. Mais sinon, vraiment, une ambiance incroyable. On a eu des gros résultats, des coureurs qui ont été impressionnants, tant du côté masculin et féminin. Des grosses performances pour les coureurs québécois notamment. Mais ça, je vais en parler plus longuement dans la petite vidéo que je vous ai parlé. Donc, c'est tout au niveau cyclisme. Je rappelle le Tour Down Under qui commence cette fin de semaine, même si c'est vendredi qui commence. Et finalement, on va y aller avec le baseball. On sait, dans les dernières semaines, les Blue Jays ont notamment signé Kazuma Okamoto. Le japonais, il y a des gens qui avaient l'air de dire, qui avaient peur que ça voulait dire qu'il ne voudrait pas signer Bo Bichette. Puis là, les dernières rumeurs ont l'air de confirmer ça, parce que Bo Bichette serait allé voir les Phillies, parce qu'il serait en négociation avec les Phillies de Philadelphie, qui serait une des seules équipes à vouloir lui donner un contrat de 7-8 ans, comme il voulait. Puis il y a des gens qui disent que les Blue Jays ont tourné la page Bo Bichette, ce qui est quand même assez triste. Mais en même temps, peut-être, tu sais, Kazuma Okamoto, c'est pas une mauvaise acquisition non plus, mais c'est sûr que ça va faire un vide, là, sans Bo Bichette. Ça va faire un gros vide si Bo Bichette reste pas. Puis en plus de ça, j'ai vu des rumeurs qui seraient intéressés à aller chercher Kyle Tucker. Il y a les Phillies, les Dodgers puis les Mets aussi qui sont très intéressés. Mais là, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il y a des équipes qui offriraient 50 millions par année, puis je trouve que c'est un peu cher pour Kyle Tucker. C'est pas Shohei Ohtani non plus. Mais si tu me dis Kyle Tucker ou Bo Bichette, je préfère Bo Bichette. Surtout qu'il est déjà dans l'équipe depuis plusieurs années, on sait c'est qui, il marche avec l'organisation, donc c'est un peu plate qu'il reste pas. Puis qu'est-ce que je trouve plate, c'est que il voit que c'est une équipe qui peut gagner le championnat. On est vraiment bas, on est proche, on a une bonne équipe, on est passé proche l'année dernière. Donc ça reste que ça va faire un trou, mais les Blue Jays sont tellement cherchés de bons joueurs cette saison morte que ça serait pas si pire, mais ça serait le fun qu'on aille Bo Bichette ou Kyle Tucker comme prix de consolation, mais 50 millions comme j'ai dit, je trouve que c'est un peu élevé. Effectivement. Donc, c'est pas mal tout pour les sujets de cette semaine. Un épisode quand même assez chargé par rapport à la semaine, j'ai l'impression. C'est peut-être moi qui yappe pendant 20 minutes sur le vélo, c'est peut-être ça aussi. Pour ce qui est de la semaine prochaine, on va revenir sur le deuxième tour des séries au niveau de la NFL. Donc, je rappelle nos prédictions à moi et PO. On a prédit chacun une victoire des Seahawks et le premier match des Bills, mais c'est ça. Sinon, toi, tu as prévu une victoire des Rams. Moi, j'ai prévu une victoire des Bears. Et moi, j'ai prévu une victoire des Patriots. Et toi, tu as prévu une victoire des Texans. Donc, OK, c'est bon. Moi, je vais avoir 4 sur 4. Je vais être 9 en 10. Je le garantis. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais nos prédictions de la semaine dernière, on était 5 en 6 de chaque côté. Mon erreur, ça va avoir été de dire que les Jaguars allaient battre les Bills. Et moi, toi, les Pats, ça a été de dire que les Chargers allaient battre les Patriots. Donc, ça va être à surveiller la semaine prochaine. On va continuer de parler de hockey. Si jamais l'alignement italien est dévoilé, c'est d'autres d'ingrés avec l'Arena, ça se pourrait aussi qu'on en parle. Il y a les matchs des Canadiens, ceux d'autres signatures, puis tout ça. Également, tranquillement, il y a l'Open d'Australie qui va commencer, le tennis qui recommence avec le premier grand chelem de la saison
Pour l'occasion, on prévoit probablement d'inviter un certain Jérémy Corriveau, que vous connaissez bien, ancien champion du plus grand tournoi de tennis au Saguenay, qui pourrait revenir nous parler de ses favoris pour le tournoi, avoir des performances qui s'en viennent de certains joueurs canadiens. Attends. Moi, je vais prédire que ses favoris vont probablement être Sene et Alcaraz. Je trouve que tu prends un peu de risque. Moi, je prends du risque. Sincèrement. Mais sinon, côté des Canadiens, j'ai vu récemment que pour les premiers petits tournois que Liu Mboko et Auger-Aliassime avaient bien fait, donc ça peut toujours être un bon début de saison 2026 pour nos Canadiens. Donc ça va être surveillé le tennis, le hockey, le football, le vélo, le baseball, s'il y a d'autres nouvelles, je sais pas, la F1, parce que là, on va déjà avoir nos premières livrées. On va pouvoir yap pendant 20 minutes sur si on trouve que la Red Bull puis la Racing Bulls sont belles ou non. Est-ce qu'on fait un pari sur le fait que la Red Bull va être pareille ou... Ben, ça fait depuis qu'ils existent qu'ils sont pareils, donc probablement oui. Ouais, mais c'est parce qu'ils teasent un bleu qui est plus bleu pâle, puis ils ont fait un post Instagram en montrant leur première livrée de test de 2004. Non, tu y crois pas, toi? Non. Moi, j'ai envie d'y croire, mais j'ai l'impression qu'on va être déçus. Ouais. Non, ok, c'est bon. Donc, les premiers essais hivernaux en F1, d'ailleurs, qui vont commencer fin janvier du côté de Barcelone. Mais ça va être un test qui ne va pas être diffusé sur la F1 TV. Toutefois, les 2 séances d'après en février à Bahreïn vont l'être. Puis aussi, ça, j'ai oublié d'en parler, mais ça a l'air qu'il y a certaines équipes qui manqueraient des journées de test. Ça a l'air, c'est une autre rumeur qu'on a vue parmi les 18 trillions de rumeurs qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Il ferait une Williams 2019 à manquer les 2 premières journées des essais de pré-saison. On se souvient que cette année-là, Williams avait bien fini dernier avec 1 point. Donc, si Alpine manque une ou 2 journées de pré-saison, il ne va pas falloir se surprendre s'ils finissent 10e, 11e, même les derniers du championnat constructeur. Ben, surtout si on se fait cette saison, je sais que c'est des nouveaux choix complètement, mais. C'est Alpine. Ils vont avoir potentiellement le meilleur moteur que le Mercedes, ils ne sont pas capables de faire un char. Mais, donc, c'est ça, en tout cas, c'est ce qui va être assuré la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Puis on va se retrouver à la prochaine fois.